Bonjour, dans cette dernière vidéo de thermodynamique, de cours sur les machines thermiques, nous allons aborder une démonstration très importante d'un cours de thermodynamique industrielle, entre guillemets. C'est le premier principe appliqué à des fluides en écoulement. On verra que le premier principe prend une forme relativement simple et surtout très pratique pour les ingénieurs lorsqu'on est dans ce cas-là. Alors je commence par mettre que c'est un résultat et une démonstration très importante. Si on regarde rigoureusement le programme officiel, elle doit être faite en deuxième année, mais j'ai fait le choix de la présenter dès cette année parce que en fait, si on ne la fait pas, ça limite le nombre d'exercices qu'on peut faire sur ce chapitre de manière un peu artificielle. Et je trouve ça important parce que dans les machines, la plupart des fluides étant en écoulement, le premier principe prend une forme intéressante. Donc, on va voir cette démonstration que je vais vous demander de bien maîtriser dès cette année. Elle est difficile, elle est subtile. Donc, il va falloir la réécrire, la travailler et bien comprendre chacune des étapes. Alors, comment on va faire? On avait toujours jusqu'à maintenant un fluide caloporteur en écoulement dans des éléments comme les échangeurs, les compresseurs, les turbines, les tuyères, etc. Et à chaque fois, on a un fluide qui s'écoule dans ces éléments-là, qui rentre par ce qu'on va appeler l'amont et ce qui ressort par ce qu'on va appeler l'aval. Alors amont-aval, ça ne veut pas forcément dire plus haut, plus bas comme en montagne. C'est un peu plus compliqué que ça en thermodynamique. Ça veut juste dire on prend le sens de l'écoulement du fluide. L'amont, c'est par là où le fluide rentre, et l'aval, par là où le fluide sort, s'il sort par un autre endroit. Donc voilà ce qu'on définit. Et lorsqu'on va s'intéresser à une machine que j'ai représentée ici par, vous voyez, une boîte carrée avec dedans, bon, j'ai mis une résistance chauffante, mais en fait ça pourrait être beaucoup plus vaste que ça, c'est n'importe quel élément dans lequel le fluide pourra recevoir ou donner de l'énergie thermique. Ça peut être un échangeur, ça peut être une résistance, ça peut être autre chose. Et puis des parties mécaniques qui pourront donner ou recevoir un travail de la part du fluide, ou en donner au fluide. Voilà, donc ça c'est vraiment une machine générale. Évidemment, dans les cas particuliers, tout ça, ça pourra se simplifier en fonction de ce qu'il y a concrètement dans la machine. Pour pouvoir appliquer et définir le premier principe là-dedans, j'aurai besoin de définir un système fermé. Et c'est bien le problème des systèmes dans lesquels il y a un fluide en écoulement, c'est que pour définir un système fermé, on ne peut pas juste prendre une frontière fixe. Parce que si on prend une frontière fixe, il y a du fluide qui rentre et du fluide qui sort. Donc pour prendre un système fermé là-dedans et appliquer le premier principe correctement, on va ruser un petit peu et définir un système en rouge, ici, en le définissant à un instant donné. C'est-à-dire que voilà, je vais définir le système auquel je vais appliquer le premier principe comme étant le système entouré par la frontière rouge. Je l'appelle le système sigma, et c'est le système tel qu'il est à un instant t arbitraire. Si on voit comment est défini le système, il est défini par ce qu'il y a dans la machine, entre guillemets, donc une surface de contrôle ici en pointillé noir qui va délimiter tout le fluide à l'intérieur de la machine, et un système qui est constitué d'une masse dm qui va rentrer dans la machine, donc qui est en fait en amont de la machine. Alors je l'appelle DM1 pour l'instant, et j'appelle sigma étoile le système qui est strictement dans la machine. Donc sigma, c'est en fait l'union de sigma étoile, le système entre les pointillés, en violet ici, et le système en vert, DM1. Et ce système, je peux également le dessiner pour ce qu'il est devenu à T plus dt. À T plus dt, le fluide s'écoulant dans la machine, eh bien en fait, il y a du fluide, précisément la masse dm1, je l'ai choisi comme ça, qui est rentrée dans la machine, et du coup une masse dm2 qui est sortie. Et je vais dire que ce système-là, c'est encore le système sigma. Autrement dit, c'est exactement le même, c'est les mêmes molécules, c'est le même système que ce que j'ai défini au-dessus, mais un petit peu plus tard, avec l'écoulement. Donc là, j'ai bien défini un système fermé, puisque en fait, c'est exactement les mêmes molécules qui sont ici et là. Voilà, ce système, là ici, à T plus dt, il est toujours constitué de sigma prime et puis de la masse m2. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le même qu'avant. On va écrire le premier principe à ce système fermé. On a le droit, puisque c'est un système fermé, constitué de ces deux choses-là. Donc ça fait delta U plus delta EC qu'on ne va pas négliger ici, parce qu'a priori le fluide est en écoulement. Dans certains cas, on pourra le négliger, mais jusqu'à présent, non.
égale W plus Q. Voilà, premier principe habituel, hein, il n'y a rien qui change, c'est le premier principe. De toute façon, il n'y en a qu'un. C'est bien pour ça qu'on l'appelle le premier principe. Et comme sigma est fermé, on va commencer par dire que sa masse ne varie pas. C'est un système qui est constitué du même nombre de molécules, des mêmes molécules entre T et T plus dt. De plus, si on regarde bien, la surface de contrôle en pointillé noir ici, qu'on ne voit pas trop, mais qui est en fait le système violet, c'est exactement le même entre T et T plus dt. Alors ce n'est pas tout à fait les mêmes molécules, mais en réalité on s'intéresse à un écoulement qu'on appelle un écoulement stationnaire. Ce qui signifie que si la surface de contrôle ne bouge pas, on va retrouver un fluide exactement dans le même état. Ça veut dire en particulier que la masse contenue dans le système violet, donc sigma prime, est exactement la même à T et à T plus dt. Voilà. Donc c'est la même masse. Et comme en plus le système sigma est fermé, eh bien forcément la masse du système sigma c'est la même à T et T plus dt. Voilà, et ça, on déduit immédiatement ce que je mets en dessous, hein, c'est-à-dire que les deux masses, dm1 et dm2, sont forcément les mêmes, puisque le système sigma doit avoir la même masse entre T et T plus dt, et que l'écoulement est stationnaire. Donc voilà, on va commencer par dire que la conservation de la masse va imposer ici dm1 égale dm2, ce que je vais appeler dm, la masse élémentaire qui rentre dans le système entre T et qui en sort un peu plus tard, hein, voilà. Donc on appelle ça dm. Alors pour exprimer maintenant le bilan d'énergie interne, je vais utiliser l'extensivité de U. Parce que delta U va s'écrire delta U de sigma étoile, le système violet, plus delta U de la petite masse ici. Voilà. Et pareil pour l'énergie cinétique macroscopique, c'est exactement la même chose. Et si vous avez suivi ce que j'ai raconté au-dessus, pour la même raison que précédemment, on a un écoulement stationnaire. Donc l'état thermodynamique du fluide dans le système violet, ici, sigma étoile, eh bien c'est exactement le même entre T et T plus dt. Par conséquent, vu que U et EC sont des fonctions d'état, delta U dans sigma étoile vaut 0 et delta EC dans sigma étoile vaut 0. Autrement dit, la variation d'énergie interne et d'énergie cinétique ne va être due qu'à la variation d'énergie interne et d'énergie cinétique de ce petit sous-système-là, puisque dans sigma étoile, système violet, ça ne varie pas. Alors dans la suite, je vais raisonner par unité de masse de fluide entrante. Autrement dit, je vais prendre le premier principe ici, avec la simplification qui est là, hein, et je vais tout diviser par dm. Donc ça veut dire que je me ramène à une masse de fluide qui entre, par exemple, par kilogramme. Donc ça vient raisonner avec les grandeurs massiques. Donc c'est pour ça que je les note en minuscules. Vous verrez que d'un point de vue ingénieur, on raisonne toujours avec les grandeurs massiques, c'est pour ça que je le fais tout de suite. Ça fait delta U massique plus delta EC massique égale W plus Q. Avec U l'énergie interne massique, EC l'énergie cinétique massique, donc qui est 1,5 de C carré, hein, parce que sinon 1,5 de dm C carré, ce serait l'énergie cinétique macroscopique de la petite masse qui rentre ici, hein, mais en fait on a divisé par dm, ce qui fait 1,5 de C carré. Et puis C, c'est pas la vitesse de la lumière, c'est la vitesse du fluide qui rentre. Ou bien qui sort, on va faire la distinction. Égale W plus Q, avec W le travail massique algébriquement reçu par le fluide, et Q l'énergie thermique massique algébriquement reçue par le fluide. Donc voilà comment se réécrit le premier principe, en divisant par dm, la masse entrante. Alors on pourrait se dire, bah, très bien, on a un premier principe dont on est content ici, et puis on peut l'utiliser. Sauf que, en fait, il n'est pas pratique comme ça. Aucun ingénieur l'utilise comme ça. Le problème, c'est ce terme-là, le travail. Parce que le travail reçu par le fluide, il contient en fait plusieurs termes, plusieurs sous-termes qu'on va distinguer parce qu'ils ont des significations vraiment différentes. Le premier sous-terme qui est dans ce terme, W, c'est ce qu'on va appeler le travail de transvasement. Le travail de transvasement qui est le travail des forces pressantes reçues par le fluide lorsque il s'écoule. En effet, ici, le système est en contact avec un fluide extérieur, hein, à une pression qui est P1. Donc ici, si on suppose que l'écoulement est suffisamment lent, on a un équilibre de pression. Autrement dit, la pression ici, c'est P1. Et le volume du fluide est en train d'être modifié dans cette zone, parce que le fluide s'écoule. Donc ici,
le fluide, et même le système sigma, est en train de recevoir un travail de la part des forces pressantes, puisque le volume dans cette partie-là est en train de diminuer. Et à l'inverse, ici, au passage de T à T plus dt, ce système-là va fournir du travail en fait à l'extérieur, à l'aval. Donc on a des travaux, des forces pressantes, amont et aval, qui sont liés au fait que le fluide est en train de s'écouler dans l'élément. Ce travail-là, lié à l'écoulement, on l'appelle le travail de transvasement. Et donc il existe, et il ne faut pas l'oublier. On va voir que c'est lui qui permet de faire apparaître l'enthalpie du fluide un peu plus tard. Alors il y a un autre travail qui est bien différent, c'est le travail utile ou le travail indiqué, celui qui va en fait être lié aux parties mobiles dans la machine. Autrement dit, voilà le travail que le gaz va fournir ou recevoir. Alors ici c'est le travail algébriquement reçu par le fluide. Et suivant son signe, ça va dire ce qui va se passer. Mais c'est le travail qui présente un intérêt pratique. Parce qu'en fait, c'est ce travail-là qu'on est capable de fournir réellement au fluide par l'intermédiaire de, je sais pas moi, d'un ventilateur, ou bien qui pourrait être récupéré par le fluide sur l'arbre d'une turbine, par exemple. Donc c'est vraiment le travail qui est utile à l'ingénieur. Et il y a aussi un autre travail, c'est le travail des forces conservatives extérieures. Donc là, j'ai fait sur le dessin un cas où vous voyez le fluide à l'entrée, il n'a pas la même altitude qu'à la sortie, si on suppose qu'on est dans le plan vertical. Et donc, il y a une variation d'énergie potentielle et donc un travail des forces conservatives extérieures associé à ça. Voilà, donc ça s'écrit tout simplement WC pour conservative égale moins delta EP, avec EP l'énergie potentielle massique. On ne va pas le rencontrer très souvent, mais vous allez pouvoir le rencontrer, notamment en mécanique des fluides, où ce terme-là, il intervient souvent. Mais en thermo, c'est un peu plus rare. Alors, maintenant qu'on a bien expliqué ce qu'il y avait de caché dans ce terme W, on va exprimer surtout le travail de transvasement. Alors, le travail de transvasement, comment il va s'écrire? Il suffit de remarquer que le travail des forces pressantes par le fluide à l'amont, vu que la pression c'est P1 et le volume massique du fluide c'est V1, eh bien on a un travail massique reçu par le fluide qui est plus P1V1. En effet, si vous regardez bien ici, le volume il est en train de diminuer avec l'écoulement, hein. Donc le volume diminue, autrement dit, le travail reçu par le fluide est positif et sa valeur en massique, c'est pression fois volume massique, puisque normalement c'est moins P fois volume massique, mais comme ici c'est un travail reçu, on met un plus. Et même chose à l'aval, mais avec un moins, puisqu'ici le fluide fournit du travail au milieu extérieur, c'est-à-dire à l'aval. Et la pression c'est P2, le volume massique c'est V2, parce que ça a pu varier. Donc voilà l'expression du travail de transvasement qui est en fait reçu par le fluide lors de l'écoulement. On reporte dans le premier principe, ça fait delta U plus delta EC égale P1V1 moins P2V2, donc le travail de transvasement, plus le travail utile, plus le travail conservatif, il y a une petite coquille ici, il faut que je corrige, c'est WC, plus Q. Autrement dit, j'ai simplement repris ça et puis décomposé ce terme W avec tout ce dont j'ai parlé au-dessus. Ça peut se réécrire avec delta U plus P2V2 moins P1V1, je passe tout ça de l'autre côté. Je passe le WC ici, qui était un WC de l'autre côté, ce qui fait plus delta EC, plus delta EP, pardon. Delta EC, il était déjà là. Et qu'est-ce qui me reste de l'autre côté? WU plus Q. Et quand on récapitule tout ça, on a delta U plus P2V2 moins P1V1, et ça, c'est la variation d'enthalpie massique. Par définition, U plus PV, avec U l'énergie interne massique, V le volume massique et P la pression, c'est l'enthalpie massique du fluide. Et voilà le premier principe, en fait, exprimé au fluide lors de l'écoulement. La variation d'enthalpie massique du fluide à la traversée de l'élément, plus delta EC, la variation d'énergie cinétique massique, plus delta EP, est égale à WU plus Q. Alors ce premier principe, voilà, que j'ai repris ici, hein, donc c'est ça qu'il faut apprendre et il faut bien
bien comprendre la signification de chaque terme, il a un intérêt pratique évident. Parce que H, c'est souvent ce qui est tabulé. EC, bon, c'est la variation d'énergie cinétique, si votre fluide il accélère par exemple dans une tuyère. Et delta EP, c'est facile, c'est simplement la variation d'énergie potentielle. Mais les termes de l'autre côté sont vraiment les termes qui servent à l'ingénieur. Parce que WU, c'est le travail utile, donc c'est celui qu'on va récupérer sur un arbre moteur par exemple. C'est vraiment le travail exploitable dans la machine, travail on va dire monnayable, commercialisable derrière. Et puis Q, c'est l'énergie thermique concrètement reçue ou donnée par le fluide dans l'élément. Donc voilà, ça a une signification concrète aussi, notamment dans un échangeur thermique. On l'appelle quelquefois le premier principe industriel, pour dire qu'on l'utilise souvent sous cette forme dans l'industrie, dès qu'on a un système en écoulement, mais moi je préfère dire premier principe à un fluide en écoulement permanent. J'insiste un peu sur le permanent, qui était une hypothèse essentielle, si vous vous souvenez au début, il faut que l'écoulement soit permanent pour pouvoir utiliser les lois telles qu'on les a utilisées au-dessus. Voilà. Alors il y a quelques cas particuliers de ce premier principe en écoulement. En particulier, dans de nombreux dispositifs thermodynamiques, on peut négliger les variations d'énergie potentielle ou bien les variations d'énergie cinétique. C'est le cas lorsque l'écoulement est suffisamment lent. Donc, dans ce cas-là, on va en fait écrire le premier principe sous la forme simplement delta H égale WU plus Q, qui est une forme du premier principe qu'on rencontre assez souvent dès qu'on a un écoulement régulier, c'est-à-dire sans variation d'énergie cinétique ou de potentiel du fluide dans l'élément. Il y a un cas particulier aussi, c'est lorsque on considère un élément dans lequel il n'y a pas de partie mobile. Donc typiquement une tuyère ou un détendeur, il y a juste un fluide qui circule. La section peut être variable, mais par contre il n'y a pas de pale, il n'y a pas de piston, etc. Donc dans ce cas-là, le travail utile est nul, et on a simplement delta H égale Q dans le cas du dessus. Ou bien, s'il y a un delta EC, il ne faut pas l'oublier, mais en tout cas, on a WU qui est égal à 0. Si jamais maintenant la transformation est adiabatique, c'est-à-dire que vous négligez les échanges thermiques avec l'extérieur, il suffit de faire Q égale à 0, et puis on a simplement le travail utile qui va rester. Alors c'est souvent la modélisation qu'on adopte dans un compresseur, par exemple. Un compresseur, la compression est rapide, donc on va pouvoir négliger les échanges thermiques. Par contre, il y a un travail utile qui est le travail fourni par le piston au gaz. Et puis, dans le cas où finalement tout ce qui est à droite ici est nul, on a delta H égale à 0. Et donc on a une détente qu'on appelle une détente isenthalpique. Il y a quelques cas particuliers en thermodynamique qu'on va retrouver dans le cours 1. Voilà. Et évidemment, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que si en plus on fait l'hypothèse que le fluide qui s'écoule, c'est un gaz parfait, eh bien il y a toutes les lois utiles, notamment delta H, c'est Cp massique fois delta T, l'enthalpie massique et la température qui sont reliées par la seconde loi de Joule, en massique ici. On peut utiliser les lois de Laplace aussi pour un gaz parfait. Voilà, bref, il y a toutes les lois sur le gaz parfait qu'on pourra utiliser. Mais pour le moment, j'ai fait aucune hypothèse de gaz parfait. Tout ce que j'ai fait au-dessus, c'est valable quel que soit le fluide. C'est juste des conséquences du premier principe et du calcul du travail des forces pressantes. Et enfin, la dernière chose, c'est comment un ingénieur peut faire de la thermodynamique. Alors évidemment, il n'utilise pas la loi des gaz parfaits, surtout s'il travaille sur des machines pour lesquelles le fluide n'est pas un gaz parfait, ce qui est le cas d'à peu près toutes les machines réceptrices, notamment les réfrigérateurs, congélateurs, pompes à chaleur, etc. Donc là, les fluides sont très très loin de l'idéalité, ce n'est pas des gaz parfaits, pour cause, ils n'arrêtent pas de changer d'état, en fait, de se vaporiser et de se liquéfier dans des condenseurs et des évaporateurs. Donc comment on fait ? Soit on vous donne des données sous forme de table, soit on vous donne carrément ce genre de choses, que je vais dézoomer un peu pour qu'on le voit bien, ce genre de diagramme qui est très très fréquent en thermodynamique. Vous allez en particulier beaucoup les utiliser l'année prochaine, mais on va déjà avoir une petite introduction cette année. Ce sont des diagrammes thermodynamiques. Alors là, je vous en présente un, c'est ce qu'on appelle le diagramme, P log de H. Voilà, pour lequel on va représenter en fait plein de transformations qui peuvent être utiles et des valeurs tabulées d'enthalpie et de pression. Alors je vous montre, vous voyez, l'enthalpie massique du fluide, qui peut servir pour faire des bilans, comme on a vu au-dessus, la pression en barre, qui est souvent en échelle logarithmique, comme vous le voyez ici,
Et puis, il y a d'autres courbes. Par exemple, en bleu, ici, vous avez les isentropiques. Alors, les isentropiques, c'est pratique. Si vous savez, par exemple, que dans ce domaine-là, vous avez votre fluide qui subit une transformation adiabatique réversible, donc isentropique, vous savez que vous suivez une courbe bleue. Voyez, avec la valeur de l'entropie massique à chaque fois. Bon, l'unité est mise ici en tout petit, mais ce serait en plus gros dans la vraie vie. En rouge, vous avez les courbes isothermes. Donc voilà, avec la température en rouge ici. Donc, si vous savez que vous suivez une isotherme, ou pour vous repérer en température, il suffit de regarder où vous êtes sur une courbe rouge. En vert, vous avez les isovolumes massiques. Donc, par exemple, une isocore, ça va suivre une courbe verte. Et puis en noir, ici, vous avez les isotitres. Alors les isotitres, c'est pour le titre en liquide ou le titre en vapeur. Voilà, avec en noir foncé ici la courbe de saturation. Ça n'a pas tout à fait la même allure que dans un diagramme de Clapeyron PV, hein, parce que ce n'est pas un diagramme de Clapeyron. Voilà. Mais ici, on a choisi de représenter l'enthalpie parce que c'est vraiment une grandeur pratique comme on l'a vu au-dessus, l'enthalpie massique. Ça sert très souvent. Donc voilà, hein, sur ce genre de diagramme, on peut tracer des cycles et puis faire des bilans extrêmement simplement pour calculer l'efficacité d'une machine. Voilà. Chaque diagramme est spécifique à un fluide. Là, par exemple, vous voyez, j'ai pris le R134A, qui est le fluide le plus courant en réfrigération domestique. Mais il y en a d'autres et on peut se repérer là-dessus. Il y a aussi d'autres diagrammes, comme les diagrammes TS, que je ne vous présente pas, mais qu'on peut utiliser de manière intéressante aussi quand on a fait un peu plus de thermodynamique. Voilà, bon écoutez, j'espère que c'est pas allé trop vite. En tout cas, vous avez le poly et la vidéo pour reprendre ça à tête reposée. Et puis surtout, essayez de bien maîtriser la démonstration. Posez-moi des questions si quelque chose n'est pas clair. Et après, évidemment, le but c'est de l'utiliser dans les exercices, voilà, pour pouvoir étudier concrètement le fonctionnement et l'efficacité thermique de différentes machines qu'on peut vous faire étudier.